Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes le vendredi 4 avril. J'espère que vous allez tous très très bien. Je voudrais déjà vous remercier pour votre fidélité sur ce podcast puisque ça fait maintenant un petit bout de temps que je fais cet épisode tous les vendredis à 12h et ça va faire je crois plus de 2 ans que je fais ça maintenant. Donc c'est un épisode à chaque fois différent ou qui est décomposé en deux parties. La première partie c'est sur ma semaine d'entrepreneur, ce que j'ai pu réaliser, ce que je peux mettre en place, sur quoi je travaille. L'objectif c'est de vous projeter, que vous puissiez vous identifier, que vous puissiez éventuellement vous dire voilà un petit peu lui ce qu'il fait, voilà ce qu'on fait nous. Enfin, c'est ça en fait l'idée derrière ces épisodes. D'ailleurs je relaye ça aussi maintenant en vidéo sur ma chaîne YouTube secondaire. Vous tapez Sébastien Moret Daily, D-A-I-L-Y, et vous aurez des vidéos que je publie une fois tous les 15 jours sur un petit peu mon quotidien des dernières semaines. Sachant que là je suis parti une semaine en format un peu road trip, donc j'ai pas mal fait de vidéos sur justement la Thaïlande, sur ce que j'ai pu découvrir, visiter, puis en même temps je fais forcément des apartés sur mon travail, sur l'actualité, voilà, c'est un petit peu ce format là et j'aime bien faire ça. C'est distrayant pour moi et j'espère que pour vous ça apporte quelque chose et que ça vous plaît. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire, c'est important puisque sur un podcast on n'a pas forcément de retour. Le seul retour que je peux avoir c'est éventuellement les étoiles que vous me laissez sur mes épisodes. Vous savez, tout en bas quand vous déroulez vous pouvez laisser un avis et des étoiles. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le parce que moi c'est le seul moyen que j'ai de voir si ce que je fais vous plaît et vous correspond quoi. N'hésitez pas aussi à me suggérer ce que je peux des sujets de podcast, bien évidemment. N'hésitez pas, c'est important que vous puissiez aussi collaborer entre guillemets sur ça. Donc comme je vous le disais, deux parties, une partie plus perso, la première semaine, et deuxième partie, généralement j'aborde un sujet soit dans le dev perso, soit dans l'éducation financière, soit dans l'entrepreneuriat, soit autour de nos business qu'on fait au quotidien, d'où tout ce qui est location courte durée, les business Airbnb, etc. Et aujourd'hui, ça va être un épisode plus autour du business Airbnb, de la fiscalité, de ce qui se passe en ce moment, des bonnes nouvelles qui sont tombées. J'ai des bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai des bonnes nouvelles, donc ça devrait vous plaire. Et parce que j'ai au moins 2 bonnes nouvelles à vous donner ici pour justement vous faire voir qu'aujourd'hui, si vous souhaitiez monter un business de sous-location professionnelle sur Airbnb, c'est possible. C'est bien possible. Et j'ai la bonne démonstration. Conciergerie, c'est la même chose. Si vous faites de l'investissement IMO et que vous souhaitez exploiter en courte durée, c'est toujours possible. Il faut arrêter de tout le temps voir le verre à moitié vide en se disant que oui, il y a des nouvelles réglementations, c'est évident, mais vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont encore possibles et que je vous ai trouvé justement comme piste pour vous de réflexion pour pouvoir continuer à faire de la courte durée même dans des grandes villes. Et c'est ce qu'on va voir justement aujourd'hui, notamment sur Paris. Il y a eu quelque chose d'assez important qui s'est passé. D'ailleurs, j'en ai pas trop entendu parler parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a un pas en avant, un pas en arrière. L'histoire, elle est pas aussi claire que ça. Et ça donne quand même de la possibilité. Ça vous donne en tout cas un champ d'action pour agir et pour entreprendre et faire un business sur Airbnb. Donc moi cette semaine j'ai énormément travaillé sur ma formation laverie automatique puisque ça y est on va la lancer la semaine prochaine. Donc vous serez conviés, donc on la fera mercredi, je serai en compagnie de Michael à 12h, je serai sur un live exceptionnel où je vais présenter justement la laverie automatique. Donc si vous voulez vous inscrire, vous allez normalement trouver les liens sur mon site web www.lesouloir.fr. Sinon vous me demandez et vous pourrez participer à ce webinaire complètement gratuit et je vais vous expliquer le business model de la laverie automatique, ce que vous pouvez mettre en place. Et pourquoi je fais ça avec Michael ? Parce que tout simplement Michael c'est quelqu'un qui a une conciergerie, enfin qui a un business de conciergerie et qui a plusieurs laveries automatiques et qui ne fait pas que ça. C'est un entrepreneur chevronné qui est dans une grande ville
et qui du coup a une expérience juste de dingue. Je l'ai rencontré en décembre quand je suis rentré en France et j'ai trouvé que son expérience était juste incroyable. Et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose et qu'on parle de ce business-là parce que pour moi, aujourd'hui, quand vous avez une laverie automatique ou si vous avez un business de sous-location, vous êtes investisseur IMO, bah franchement, créer une SAS en plus pour la laverie automatique, franchement, c'est pas déconnant. Alors quand je dis une laverie automatique, c'est pas une, hein, c'est plusieurs laveries automatiques. L'idée, c'est d'avoir plusieurs laveries. Si vous avez une SAS juste pour une laverie, c'est dommage parce qu'en fait, vous avez des coûts d'exploitation, enfin des coûts de fonctionnement de votre entreprise qui vont venir gommer énormément la rentabilité de cette entreprise. Parce que, en gros, pour faire simple, hein, une laverie automatique, vous allez gagner en gros entre 1000 et 2000 euros par mois de cash flow pour un investissement quand même supérieur à 50 000 euros. Voilà, c'est à peu près ça les chiffres. Mais on est sur un business full automatique et qui en plus se valorise. C'est-à-dire que dans 10 ans, vous pouvez très bien valoriser un business comme celui-ci à 100 000 euros. C'est pas du tout déconnant. Donc on est sur une autre perspective. Bien évidemment que là, il faut un apport initial. Vous ne pouvez pas démarrer avec zéro. Ça, c'est pas possible. Contrairement à tous les autres business dont j'ai pu vous parler, où on peut peut-être éventuellement celui de la sous-location, où il y a un apport, un minimum à avoir. Je pense au loyer, je pense au dépôt de garantie, enfin la caution. Je pense éventuellement à la décoration, etc. Donc oui, les petits billets à sortir quand même, bien qu'on peut arriver à, pas avec de l'huile de coude, mais presque arriver à se démarrer avec pas grand-chose. Puisque moi, ça a été le cas, et c'est comme ça que je l'enseigne aussi dans mes formations. Mais là, on est sur notre business, mais je trouve que c'est vraiment un business qui vient vraiment, je trouve, rentrer dans l'écosystème que vous avez déjà commencé à créer, parce que quand vous faites de la sous-location, quand vous faites de la conciergerie, vous êtes investisseur IMO, il faut forcément nettoyer les draps, le linge. Et la laverie automatique répond déjà, mine de rien, à votre problématique. Et mine de rien, cette laverie automatique, le gros avantage, c'est qu'elle va répondre aussi à des attentes qu'il y a sur le marché. Voilà. Donc vous allez voir, il y a plein de trucs qui sont possibles. Donc je vais en parler dans ce webinaire, bien évidemment. Donc c'est un programme de formation qu'on va lancer là. Vous allez pouvoir le découvrir. On a une offre de lancement, bien évidemment, et n'hésitez pas à me contacter si vous ne l'aviez pas vu passer, bien évidemment, parce que je pense que pour moi, ça peut vraiment être un game changer pour vous, et ça peut vraiment, là, quand vous avez de la sous-log, vous faites de la conciergerie, vous avez votre laverie automatique, éventuellement, vous faites un peu d'investissement IMO, vous avez des petits appartements, je trouve que là, on a une belle entreprise, ou du moins un beau parc d'entreprises, avec une holding, par exemple, je vois bien vraiment un montage... Et en plus de ça, c'est, comment je pourrais dire, il y a vraiment c'est communicant en fait. C'est communicant, même les flux peuvent communiquer entre eux. Et il y a des synergies qui font que, en fait, ce lot d'entreprises avance dans la même direction. Et il y en a une qui va répondre à des problématiques, mais en fait, c'est toujours plus ou moins pour répondre à une problématique de fond qui est, faut faire le ménage. Faut faire le ménage, faut faire changer les draps, vous êtes d'accord avec ça? Donc voilà. Donc moi je bosse beaucoup là-dessus. On est toujours en phase de développement sur Guest Lucky, puisque là on est en train de bosser sur Channel Manager. Donc ça avance, les devs avancent, ça n'a pas trop mal avancé. Je pense que semaine prochaine on va pouvoir essayer de se mettre en production sur les devs. Par contre on va être sur vraiment quelque chose d'assez simple au départ, c'est évident, parce que on lance, voilà, et on va petit à petit rajouter les fonctionnalités qu'on attend tous d'un Channel Manager. Mais déjà là, la fonctionnalité de base, c'est-à-dire... interconnecter Guest Lucky avec votre Airbnb, votre Booking, etc. Ça sera possible, avec la gestion du calendrier, bien évidemment, etc. etc. Donc ça, c'était un point... donc là, on avance beaucoup là-dessus aussi. Donc beaucoup de développement de ce côté-là. Et c'est intéressant. Puis pour moi, ça me fait avancer, ça me fait sortir de ma zone de confort. Et je trouve ça vraiment pertinent de faire ça. Et très intéressant. Et même intellectuellement, c'est intéressant, même si je code pas aujourd'hui. D'ailleurs, je regrette parce que de toute façon, j'aurais pas le temps. Même, j'ai envie de vous dire, si je voulais le faire, j'aurais pas le temps. Et pourtant, l'envie est là et j'aimerais bien pouvoir coder. Mais malheureusement, j'ai clairement pas le temps. Voilà, donc c'est à peu près les grosses news, on va dire, de la semaine, puisque moi je suis rentré sur Bangkok la fin de semaine dernière. Alors si, la grosse news aussi, ça a été le tremblement de terre qu'il y a eu ici, donc à Bangkok, puisque ça a eu lieu vendredi dernier, et donc moi j'avais tourné mon épisode juste avant, donc j'ai pas pu vous en parler, bien évidemment, parce que je savais pas que ça arriverait, et c'est arrivé effectivement vendredi dans l'après-midi.
Donc moi, j'étais sur le chemin du retour pour Bangkok. En fait, j'allais arriver sur Bangkok et là, j'apprends qu'il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu un séisme en Birmanie et donc il y a eu ce tremblement de terre qui a eu lieu donc en Thaïlande à Bangkok, notamment, puisqu'il y a aussi Chiang Mai, il y a eu d'autres villes, mais notamment ici. Et là, j'apprends que c'est vraiment, voilà, que il y a eu, les gens ont vraiment eu très très peur puisqu'en fait les immeubles ont bougé, ils ont tremblé, et donc ça fait peur. Forcément, ça fait peur parce que là, vous dites, mon immeuble il va y passer. Donc il y a beaucoup d'immeubles qui ont énormément morflé, hein, qui structurellement, je pense, sont pas très bien. À l'intérieur aussi, les murs ont bougé. Alors le mien, ça va, franchement ça va. J'ai vu forcément il y a des murs qui, on voit bien tout le plâtre est parti. Je vois le carrelage au sol, il a complètement sauté dans certains endroits de l'immeuble. La faïence aussi parfois, elle a sauté. Bon ça j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. C'est plus la structure de l'immeuble. Où est-ce qu'on en est? Parce que là, en fait, ce qu'on a tous un petit peu peur aujourd'hui, c'est que ça se reproduise. Bon, il y a des courants de personnes qui nous disent que ça va risquer de se reproduire. Bon, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on y pense quand même parce qu'on se dit, si là il y avait une deuxième rechute là en très peu de temps, j'espère que les immeubles vont tenir, quoi. Donc ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Sur Bangkok. Maintenant, on ne peut pas vivre non plus tout le temps avec ça. Et d'ailleurs, la question que moi je me suis posée tout de suite, c'est quel impact finalement sur l'immobilier? Est-ce qu'il y a des gens qui vont remettre en question leurs investissements? Est-ce qu'il y en a certains qui vont vendre à des prix baissés, etc. Je ne sais pas trop en fait. Il y a un peu toutes les théories ici qui s'avancent. Et en fait, c'est inquiétant, hein. Parce que moi, par exemple, qui ai acheté mon appartement ici à Bangkok, si demain, effectivement, c'est là où... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est... demain, ça veut dire que l'appartement peut se dévaloriser en une fraction de seconde, quoi. Et donc là, on dit tout le temps, la pierre, c'est du tangible, c'est du dur. Oui, d'accord, mais dans ces moments-là, c'est plus du dur, en fait. C'est plus du dur, ça redevient de la pierre, ça redevient du sable. Ça redevient du sable et ça redevient plus grand-chose. Donc vous voyez, c'est important, hein, là ici pour moi c'est une belle leçon de vie aussi de se dire finalement, vous allez me dire là je prends peut-être un cas un peu particulier, oui mais enfin je pensais pas que ça se passerait comme ça sur Bangkok, quoi. En France, est-ce qu'on aura la même chose? A priori non. Enfin du moins à certaines régions, du moins a priori non, mais bon on sait pas voilà, on sait pas non plus, on n'est pas complètement... On ne sait pas. Même par exemple, imaginons, il y avait une guerre, puisque c'est quand même un sujet d'actualité, il faut en parler, hein, c'est quand même un sujet d'actualité. À un moment donné, je sais pas, je suis désolé, mais il y a un missile qui arrive à passer. Quel impact ça a sur l'environnement et sur du coup la ville, sur le lieu où vous habitez, sur la région, la ville. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça peut donner complètement un coup d'arrêt complet à l'immobilier. Donc, par les temps qui courent, franchement, il n'y a pas énormément de sources. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de vous diversifier, quoi. C'est vraiment avoir de l'immobilier, du business, de l'or, des investissements en bourse, moi, et un petit peu de crypto éventuellement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur la crypto. Ça peut très bien partir en flèche si un jour il se passait quelque chose de très important. Donc je pense que c'est important de bien diversifier. Bref, c'est pas le sujet, mais je voulais quand même vous en parler de tout ça parce que c'est quand même... Là, ça vous fait réfléchir, quoi, dans ces moments-là. Ça vous fait réfléchir. Donc voilà, là, je voudrais vraiment aujourd'hui aborder en fait le business Airbnb. Je voudrais vraiment vous en parler, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et parce que je sais que certains se posent la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce qu'il faut y aller toujours? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Alors là, on a eu une bonne nouvelle, puisque le BOFIP, le rescrit donc, avait lieu, et là le BOFIP, ils sont revenus à nouveau sur la partie para-hôtelière. Et donc ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est qu'il y a des remarques qui ont été rajoutées à nouveau, et certaines remarques sont devenues des textes dans le BOFIP, en fait tout monte d'un cran entre guillemets. Et là en fait ce qui est très clair, hein, c'est qu'à partir du moment où vous mettez une boîte à clés, que vous ne proposez pas d'accueil physique,
Alors quand je dis boîte à clé, est-ce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça? Est-ce que si on met un boîtier Nuki, est-ce que si, est-ce que ça? Oui, ça marche, c'est évident. Quand on dit boîte à clé, c'est au sens pas d'accueil physique, c'est-à-dire que les clés sont mises quelque part et en fait c'est un code ou ce que vous voulez qui permet d'ouvrir la boîte. Donc à partir du moment où vous faites ça, vous retirez déjà, vous n'êtes plus, en fait il y a un service par hôtelier en moins. Donc on a un en moins. Le petit déjeuner, on l'a toujours dit, évitez de faire le petit déjeuner pour être sûr déjà que celui-ci soit vraiment rayé. Alors, vous pouvez mettre du café, bien évidemment, dans votre logement, mais pas de petites viennoiseries, pas de qui pourrait laisser sous-entendre à, comment dirais-je, à du petit déjeuner. Donc, ça en fait 2 en moins. D'accord? Donc, déjà, rien que là, quand je vous dis tout ça, déjà, rien que là, vous n'avez plus que 2 sur 4. Donc, ça veut dire que rien que là, on pourrait s'arrêter, en fait. Et donc là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus considéré comme, eh bien, en faisant vous n'avez plus de service par hôtelier au sens hôtelier, ce qui signifie concrètement que vu que vous n'avez pas les fameux 3 services sur 4, vous n'avez que 2, donc inférieur à 3, eh bien ça veut dire que donc vous n'êtes plus à la TVA à 10%. Donc ça veut dire que là, c'est une belle lueur d'espoir pour ceux qui font de la sous-location, parce que je sais que cette personne en avait parlé, m'avait dit punaise, trop pas con, il va falloir que je renvoie un chèque de 50 000 euros de 10%, parce que le gars il avait fait 500K, donc forcément à 10% ça fait 50 000, c'est quand même une grosse somme. Voilà, ça c'est terminé, c'est oublié, hein. Là aujourd'hui ça va être reprécisé. Donc c'est quand même une belle lueur d'espoir, je trouve, pour ceux qui font de la sous-location, mais aussi pour ceux qui font de la location courte durée via leurs investissements IMO, et moi j'étais concerné également. Et là, aujourd'hui, là, c'est très clair, parce que mon expert comptable commençait à me dire oui, donc il va falloir payer les 10%, etc. J'ai attendu un petit peu, à mon avis, ça va encore se décompter, cette histoire, ça n'a pas loupé, ça s'est décompté, et donc les 10%, ils sont. Donc là, déjà, ça c'est la excellente nouvelle. Mais si on va plus loin, en fait, dans le BOFIP, quand vous lisez bien, en fait, la phrase, et ça, il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas forcément vu, il y a quelques-uns qui en ont parlé, hein, je pense notamment à Dimitri Boujard, avocat, qui l'a vu, parce que c'est quelqu'un de qualité dans ce qu'il fait, qui sait très bien faire les choses, mais j'en ai d'autres qui ne l'ont pas vu, des CGP notamment, enfin j'ai vu des personnes qui sont passées à côté, et en fait il disait que bah non, en fait sous prétexte que tu louais moins de 5 nuitées, bah en fait, ils ont précisé la semaine pour eux ce que c'était 5 nuitées et au-dessus on passait à la semaine. Et en fait, eux ils ont interprété ça comme quoi, bah, en gros, le ménage, si c'était inférieur à 5 nuitées, bah, en fait, on validait le service par hôtelier du ménage. Bah, en fait, non. Parce que quand vous lisez bien la phrase, c'est très clair. En fait, la phrase, elle a été modifiée. En fait, la phrase laisse sous-entendre qu'on peut quelque part choisir, entre guillemets, si j'aime pas trop ce terme-là, mais en gros, c'est un peu laissé à notre appréciation. Est-ce que le ménage, en fait, est inclus dans la réservation? C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix, vu qu'on a fait une réservation de 2 ou 3 nuitées, il faut bien qu'on fasse le ménage et qu'on mette le logement dans des bonnes conditions d'hygiène pour accueillir le voyageur. Donc ça, pour moi, c'est très clair. On a le droit de le faire, même 2 nuits, 3 nuits, 1 nuit, ce que vous voulez. D'accord? Contrairement à ce que certains qui ont dit que ça c'était vrai que uniquement pour les séjours d'une semaine, donc plus de 5 nuitées, donc 6 nuitées minimum, eh bien non. Quand vous lisez bien la ligne, en fait la ligne laisse sous-entendre que c'est éventuellement. C'est pas comme avant. Avant c'était très clair. Avant c'était les conditions étaient comme ça. Là c'est en gros la ligne, je l'ai plus sous les yeux, mais j'ai fait une vidéo YouTube sur ça, et en gros la ligne laisse sous-entendre que c'est à l'appréciation en fait. D'accord? On peut ou on peut pas l'inclure dedans ou pas, c'est un petit peu notre appréciation en fonction de comment on travaille. Moi je pense que ça va être encore à nouveau repréciser ça, parce que je trouve que c'est encore une fois, alors bien qu'il y ait eu des rescrits, il y a eu des personnes qui ont été consultées, mais en tout cas moi je l'ai compris comme ça, c'est qu'à partir du moment où vous faites en fait le ménage, il est inclus, c'est-à-dire que en gros, quand vous recevez quelqu'un, bah forcément vous allez faire un ménage. Donc en fait, le ménage n'est pas un service par hôtelier. Voilà, parce qu'en fait, il est inclus dans l'offre d'hébergement. Par contre, si vous le faites tous les jours de manière quotidienne, là, effectivement, il rentre comme un service par hôtelier. Donc vous voyez que du coup, on descend plus qu'à 1. Et en fait, le nettoyage, en fait, le linge, c'est la même chose en fait. Ils nous disent exactement la même chose. Donc en fait, on retire 1, c'est-à-dire qu'on a 0. Donc on n'a plus aucun service par hôtelier. Donc là, on est très clairement plus du tout concerné par rapport à la TVA. Et donc, pas de TVA à cette activité. Donc bien évidemment que vous récupérez 10%.
Donc ce qui est pas rien. Et je sais que certains s'infligeaient que s'il y avait les 10%, c'était plus possible pour eux. Là aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement... là, vous êtes clairement plus du tout dans le champ. Donc là, vous pouvez appeler votre expert comptable. S'il n'a pas encore vu le texte du BOFIP, qu'il regarde bien, qu'il l'interprète bien aussi, c'est important. Parce que parfois, et je le reconnais aussi, que le texte du BOFIP, il est un petit peu sujet à discussion, à interprétation. Et d'ailleurs, je comprends pas ça. Vous voyez, c'est un truc, ça, c'est relou en fait. Et là, on se dit, mais pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi ils sont pas clairs et nets quoi? Et je pense que c'est parce que c'est un moyen de pouvoir l'interpréter d'une manière comme d'une autre. Et je trouve ça, c'est vraiment emmerdant quoi. Et bref, pour moi, là, les choses sont très claires. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo YouTube que j'ai sortie où j'ai fait vraiment une lecture précise sur mon écran. J'ai partagé mon écran. La vidéo a connu un énorme succès parce que j'ai été vraiment dans le détail. Contrairement à d'autres que j'ai vu qui ont fait des vidéos YouTube où c'était vraiment, ils vous parlaient que de la boîte à clés. Oui, mais c'était pas ça. Enfin, ça c'était important, ça tout le monde l'a compris, l'histoire de la boîte à clés. Mais là, franchement, il y avait d'autres sujets. Il y avait la partie ménage et la partie comment dirais-je, linge, qui également rentraient dans le champ en fait, et qui sont également concernés. Mais là, ça nécessitait un peu plus de lecture, de réflexion sur précisément l'impact que ça allait avoir. Voilà, donc ça déjà, c'était pour moi, c'est la bonne nouvelle, clairement. Donc pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on fait de la sous-location? Est-ce qu'on fait de l'investissement émo, on investit, on peut faire de la courte durée? La réponse est oui. Franchement, là, on est revenu vraiment on a refait un retour en arrière quasiment d'un an. Donc vous voyez, ça va dans les deux sens. Par contre, certains vont dire oui, mais t'as vu que la loi le meurt. Alors oui, est-ce que j'ai pas fini sur mon histoire de critères par hôtellerie? C'est qu'en fait, le truc qui était un peu vicieux dans cette histoire, c'est que sous prétexte que, donc avant que ça a été mis à jour, donc fin mars, en fait, le truc c'est que vu qu'on validait les services par hôtelier et que donc on est éligible à la TVA à 10%, eh bien en fait des syndics, des copropriétés se sont empressés de dire non mais attendez, là vous êtes bien en fait un hôtel, vous êtes bien une activité commerciale parce qu'en fait vous validez les critères de la para-hôtellerie, donc vous êtes bien un hôtel, enfin entre guillemets un hôtel, et donc vous êtes bien, donc vous proposez bien des services para-hôteliers, donc vous êtes à la TVA, donc vous êtes une société commerciale, et donc, eh bien dans le règlement de copro, c'est bien écrit qu'on interdit toute activité commerciale. Et là, il y avait un autre problème, effectivement. Mais vu que là, du coup, on revient en arrière et qu'il n'y a plus les services para-hôteliers, du moins qui ne sont plus validés, ça veut dire que du coup, on ne redevient plus une activité commerciale, on ne reverse plus les 10%, et donc là, on revient dans les interprétations des règlements de copro comme auparavant. Puisque pour rappel, l'activité de location courte durée, à partir du moment où il n'y a pas les services para-hôteliers, vous n'êtes donc pas une activité commerciale, vous êtes une activité d'habitation, et donc, en fait, vous êtes tout simplement dans votre bon droit et vous avez le droit de faire une activité, sauf si le règlement intérieur, sauf le règlement de copropriété le précise explicitement. Et là, effectivement, là, vous ne pouviez pas, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, généralement, dans 80% des cas, les règlements de copropriété, ils tolèrent en fait des activités libérales et ils excluent les activités commerciales, mais ils tolèrent les activités libérales. Et nous, justement, on rentre dans ce cadre-là, en disant oui, effectivement, il y a du passage dans notre logement, mais ça reste de l'habitation. Et effectivement, il y a du bruit, il y a du passage, etc. Mais comme si c'était finalement une activité libérale où il y aurait un médecin, il y aurait du passage au quotidien. C'est la même chose. Et donc, c'est pour ça qu'on arrivait à faire notre activité. Vous voyez, donc ça, c'est quand même aussi un point qui est super important et que je voulais préciser. Ensuite, une autre bonne nouvelle que je voudrais vous partager, c'est que sur la ville de Paris notamment, c'est pas sur la ville de Paris, c'est qu'en fait la question qu'on se pose, c'est dans les grandes villes, est-ce qu'on peut quand même faire de la courte durée? Donc, je ne vais pas vous refaire la chanson, il y a changement de destination ou changement d'usage, peu importe, c'est l'un ou l'autre, bon, généralement c'est changement d'usage, et il faut faire une déclaration à la mairie, il faut faire une demande, et généralement c'est refusé, blablabla, enfin voilà. Ou alors c'est accepté, mais selon des conditions spécifiques à la commune, et ça c'est spécifique à chaque commune. Donc ça c'est pour les grandes villes, ce que j'entends par grandes villes, c'est les villes de plus de 200 000 habitants. Ok? Donc ça c'est... Voilà. Alors après, il y a toujours les exceptions, etc. Mais j'essaie de parler sur un format, on va dire, clair, compréhensible et général.
Donc ça, c'est le cas aujourd'hui. Donc la question qu'on se pose, c'est quand on est sur une ville de plus de 200 000 habitants, qu'est-ce qu'on fait? Donc pour moi, il y a deux options. Première option, vous faites de la location moyenne durée, c'est-à-dire de la location au mois, minimum 1 mois. Et là, vous passez par des baux mobilité. Et là, vous passez plus par la location bail saisonnier, classique, vous passez par des baux mobilité. Et ça marche. Et ça marche. Alors, je sais que beaucoup de personnes se disent oui, mais la rentabilité va être moindre, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai des exemples où je peux vous démontrer que j'ai de la rentabilité identique à de la courte durée. Et même, j'ai envie de vous dire mieux que ça, parce que quelque part, il faut aussi prendre en considération tout le traitement qu'il y a sur location courte durée, entre les ménages, les changements de linge, les messages avec les voyageurs, les problèmes qu'on va rencontrer, parce que qui dit plus de passages dit forcément plus de problèmes. Là, vous avez quelqu'un pour le mois qui en plus est peut-être réservé 2 mois, 3 mois, 4 mois. Et donc, un seul nettoyage, un seul changement de drap, beaucoup moins de stress. Donc, pensez-y, c'est une vraie stratégie et qui, à mon sens, est sous-exploitée aujourd'hui. Mais c'est pas, j'ai pas envie de rentrer dans le détail ici, mais j'en reparlerai éventuellement si vous le souhaitez ou sur YouTube, peu importe. La deuxième solution, c'est de passer par les locaux commerciaux. Alors, les locaux commerciaux, en fait, c'est assez clair. Je vous explique comment ça fonctionne. En fait, il y a des dispositions, bien évidemment, légales et réglementaires, et notamment, il y a le code de l'urbanisme qui réglemente ça. Et donc, clairement, les destinations de construction comprennent des sous-destinations, telles que l'artisanat, le commerce, le détail, la restauration, le commerce de gros, les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, les cinémas, les hôtels et autres hébergements touristiques. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le passage d'un local commercial à un hébergement type hôtelier constitue un changement non pas de destination, mais un changement de sous-destination au sein même de la destination commerce et activités de service. Donc en fait, quand vous récupérez un local commercial, si par exemple vous l'achetez ou vous le louez, peu importe, eh bien vous regardez déjà que la destination est bien en commerce, normalement alliée. Ensuite, la sous-destination doit être très certainement en commerce également. Eh bien c'est ça qui doit être changé. C'est la fameuse sous-destination. Mais ce que je veux préciser aussi au passage, c'est qu'en fait, en fonction des communes, la sous-destination n'est pas obligatoire. Vous n'avez pas forcément obligation de changer cette sous-destination. Le simple fait que ça soit un commerce fait que c'est OK. Donc ça, il faut vous renseigner auprès de votre commune parce que tout le monde ne demande pas explicitement à ce que vous fassiez ce changement de sous-destination. Donc ça, c'est un point important parce que ça vous permet, et donc là, il y a des jurisprudences qui ont été sorties par rapport à ça, là je suis sur des articles, la jurisprudence a précisé que les changements entre sous-destination d'une même destination ne nécessitent pas de déclaration préalable. D'accord ? Il n'y a pas besoin de faire de déclaration préalable. Et en fait, il y avait eu une jurisprudence qui avait jugé que la transformation d'un local commercial en logement hôtelier ne relève pas d'un changement de destination, mais seulement d'un changement de sous-destination au sein de la même destination. D'accord ? Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire forcément des déclarations énormes, voire pas du tout, en fonction des villes, pour pouvoir le faire. Par contre, si effectivement vous faites des modifications sur les structures porteuses, sur la façade du bâtiment, etc., là c'est effectivement des modifications structurelles. Et donc là, effectivement, vous devez faire une déclaration préalable. Là on est vraiment sur vraiment toute autre chose. Mais comprenez bien, et là du coup en conclusion, ce qui est mis ici, c'est que le changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier est généralement considéré comme un changement de sous-destination au sein même de la destination commerce et activités de service et ne nécessite pas de déclaration préalable. Sauf si des modifications structurelles sont impliquées, auquel cas un permis de construire peut être requis. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une grande ville, alors on va rentrer plus dans le détail, eh bien vous pourriez prendre un local commercial et faire une activité de location courte durée dedans, sans changer la structure. Il faut quand même vérifier le PLU, parce qu'il ne faut pas que vous soyez dans une zone effectivement qui interdit ce genre de choses, bien évidemment. Donc ça faut le vérifier par rapport au PLU. Il ne faut pas que vous soyez dans une zone qui soit réservée, on va dire, à
comment dirais-je, à du vrai commerce, enfin à du commerce au sens de ce que l'entend la commune, bien évidemment. Mais ensuite, c'est juste un changement de sous-destination. Et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des villes qui n'ont pas besoin de ça. Il n'y a pas une obligation de faire cette déclaration. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Alors après, vous allez me dire, bah oui, mais moi je suis sur Paris, par exemple. Alors sur Paris, effectivement, sur Paris, en fait, c'est même pas une demande de changement de sous-destination, c'est une demande d'autorisation. Il y a, on va dire, une autorisation spécifique à faire sur Paris pour transformer un commerce en meublé de tourisme. Alors je crois qu'il y a Lyon aussi qui est concerné, mais je ne suis pas certain de moi. Mais il n'y a que Paris qui est concerné par cette autorisation spécifique. Les autres communes, franchement, appelez. Appelez la ville et demandez comment ça se passe concrètement. Vous verrez que c'est qu'une histoire finalement de PLU. Est-ce que, en gros, parce qu'ils vont vérifier, si vous voulez, que ça crée pas que ça rentre bien dans un cadre qui est autorisé. Parce que bien évidemment ils vont vérifier s'il n'y a pas des zones qui sont effectivement protégées, ou alors par exemple ils vont vérifier la densité des offres hôtelières, la nuisance, puis il y a aussi pas mal d'études qui sont faites sur les zones, et c'est là où ils vont finalement déterminer s'il y a des zones qui sont pas possibles. Je vous donne un exemple concret, c'est du bon sens. Vous êtes dans une zone commerciale, une zone passante, une zone, on va dire, piétonnière, en plein centre-ville. Vous doutez bien que vous ne pouvez pas. C'est évident. Là, le but, c'est bien de faire du commerce. On est bien d'accord. Par contre, vous êtes dans un quartier, un arrondissement, un vieux local commercial, dans un coin d'une rue, etc. Là, j'ai envie de vous dire, demandez. Pour moi, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir faire votre activité. Donc ça, c'est important. Mais ce que je voulais vous dire aussi, et là du coup ça vient un petit peu parce que Paris, on pensait que c'était acté l'histoire, que cette autorisation spécifique est obligatoire, et donc autant dire que Paris disait non à chaque fois. Eh bien, il y a un petit vent d'optimisme, tout simplement pour les investisseurs sur Paris, puisqu'il y a une décision qui a été datée du 6 février, qui dit que la Cour d'appel de Paris a en effet condamné la mairie de Paris, qui avait refusé un changement de destination d'un local commercial en hébergement hôtelier, contestant le motif du refus relatif à la méconnaissance de l'équilibre entre l'habitat, l'emploi, le commerce et les activités de service. Ce critère a été majoritairement utilisé comme fondement des refus de changement de destination depuis 2 ans. Et eh bien, ça a retoqué. J'ai trouvé effectivement, j'ai réussi à trouver on va dire ce qui c'est le texte. Alors je l'ai devant les yeux et clairement ils disent que c'est beaucoup trop interprétable et qu'en fait c'est pas suffisamment. Attendez, je remonte dessus. Voilà. Donc ce qui a été la décision de la Cour, ils ont rejeté en fait, tout simplement. Ils ont rejeté parce qu'en fait, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation par rapport à la ville. Ils disent que la ville a bien fait son job, ils ont bien analysé les enjeux, etc. Mais par contre, ils trouvent que c'est pas précis, notamment l'article 2, alinéa 3 à 10, puisque les critères de délivrance ne sont pas assez définis, ce qui peut entraîner des décisions arbitraires. C'est-à-dire qu'en gros, dans ce qui s'est passé ici, la ville de Paris n'a pas réussi à démontrer de manière cartésienne pourquoi ils ont dit non. Et en fait, c'était un petit peu du aléatoire. Et donc, le tribunal a dit que non, c'est pas assez précis. Vous appuyez pas sur des choses bien précises pour dire si oui ou non on autorise en fait la transformation du local commercial en hébergement hôtelier. Autre chose aussi, ils ont rejeté également, puisque y a une absence de régime transitoire, puisque en fait l'entrée en vigueur immédiate sans période de transition a porté une atteinte excessive aux droits des acteurs économiques, puisque eux ce qu'ils disaient c'est que là clairement ils remettaient en question on va dire la rentabilité économique d'un projet qui avait été monté en amont, et qu'ils ne pouvaient pas sur simple comme ça rejeter quelqu'un qui avait mis en place tout son projet économique. C'est comme si on vous disait demain vous montez je sais pas une boulangerie ou ce que vous voulez, et qu'on vous dit non, finalement vous avez commencé à acheter vos machines, vos machins, vos trucs, vous commencez à faire le business plan, à vous organiser, puis demain on vous dit non, pas possible, trop de boulangeries dans le coin, terminé, fini, au revoir. Non, en fait ce qu'ils voulaient c'est qu'il y avait un système de transition, un système de peut-être de durée, en disant écoutez,
on vous laisse le temps, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, c'était ça en fait l'idée, et vu que ça n'a pas été fait, en fait ça a été rejeté, et donc la Cour a tout simplement annulé, alors partiellement la délibération, pour défaut de délai de mise en œuvre principalement, mais aussi par rapport aux alinéas, justement, que je vous disais, par rapport aux critères qui étaient imprécis. Donc la Commune de Paris a été condamnée à verser 1 000 € à l'association au titre des frais de justice, et le jugement du tribunal administratif est partiellement réformé. Voilà. Donc vous voyez, l'histoire, elle n'est pas si réglée que ça, et qu'il y a encore des fenêtres de tir, et que, en fait, si aujourd'hui vous posez la question, je suis dans une grande ville, comment je fais ? Moi, je viens de vous donner 2 méthodes pour faire de la location autre que de la location à l'année, en meublé classique. Il y a vraiment d'autres solutions. Voilà, et bien cette vidéo, voilà, eh bien ce podcast touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Je vais vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt. Ciao.